Alors, bonsoir à tous. Je me trouve actuellement en Amazonie. Il pleut à verse. Je suis dans une petite cabane au milieu de l'Amazonie. Je suis venu ici en hélicoptère et ensuite j'ai frayé un chemin à travers la jungle avec une machette. Voilà, donc je vous la montrerai un jour si vous êtes gentil, la machette. Donc ceci est une vidéo cuisine. Alors là, ce soir, il est 1h20. Ça fait au moins 10 fois que je recommence la vidéo parce qu'à chaque fois, le micro s'éteint. Alors, il pleut bien, hein. Donc la vidéo sur la crise que vit la France sur les stupéfiants, ainsi que les minots tués dans les cités. Guerre de territoire, règlement de compte. Disclaimer, la drogue, c'est mal. Je me place en tant que militant de la dépénalisation. Hors de moi l'idée de faire l'apologie de la drogue, cependant je souhaite définir ici les éventuels points positifs de certaines drogues dans le cadre d'une utilisation thérapeutique. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, pour faire avancer le débat sur la drogue, parfois il faut se placer en tant que militant de la dépénalisation ou militant de la légalisation. C'est-à-dire que on ne peut pas se permettre de faire l'apologie de la drogue. Cependant, on peut dire, mais je souhaite mettre en avant certains points positifs de manière à faire modifier la loi, non pas en faisant l'apologie de la drogue, mais en faisant apparaître certains points positifs, comme par exemple le cannabis peut être utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques, ainsi que de certains cancers. Et le LSD peut aussi être utilisé dans le cadre d'une utilisation thérapeutique pour soigner ce que l'on appelle les syndromes traumatiques post-trauma. Que ce soit les soldats revenus d'Irak, que ce soit ceux qui ont survécu à une guerre, donc les vétérans, etc., etc. L'abus de langage sur la drogue dure. Alors, il n'y a pas de drogue dure car drogue dure est un pléonasme. Un produit est récréatif tant qu'il n'occasionne pas de problème important sur la vie de tous les jours de son utilisateur. Auquel cas, on parle de toxicomanie. C'est un abus de langage car le mot toxicomanie est très anxiogène. Pour la petite histoire, le produit le plus meurtrier est en vente libre et se trouve être le tabac. Le tabac a un ratio de 50% de morts. Donc le ratio de mort par le tabac est de 50%. C'est-à-dire que un fumeur sur deux décède de la consommation du tabac. C'est donc une manie toxique, de manière mortelle pour la personne, alors que le tabac n'entraîne pas d'incapacité de sociabilisation, de vie socio-professionnelle, et encore moins sportive ni même sexuelle dans le cadre d'une bonne hygiène de vie et d'une alimentation équilibrée. C'est-à-dire que l'alcool, par rapport au tabac, l'alcool est beaucoup moins meurtrier sur la quantité de... est beaucoup moins meurtrier. Le tabac est beaucoup plus meurtrier car le tabac, c'est un fumeur sur deux qui décède des suites d'une maladie liée au tabac. Alors que l'alcool est beaucoup moins meurtrier. Le ratio de mort par le tabac est beaucoup moins important, hein. Il n'y a pas photo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'OMS déclare que c'est le tabac le produit le plus meurtrier qui soit. Cependant, l'alcool est extrêmement nocif en cas de dépendance. L'alcool t'empêche de faire tout et n'importe quoi. Là, avec l'alcool, tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas avoir de petite amie parce qu'aucune petite amie ne veut d'un alcoolique. Tu ne peux pas avoir de travail parce que tu n'arrives pas à dormir, donc tu es fatigué, tu ne peux pas travailler. Et tu n'arrives pas à te lever le matin, tu arrives en retard, tu es fatigué, tu es malade, etc. Tu es malade à répétition. Il y a aussi le fait que donc voilà, donc tu perds tes potes, tu ne peux pas avoir de potes quand tu es alcoolique.
Une fois que tu as trop bu, tu deviens imbuvable. Donc, si tu veux, l'alcool, c'est vraiment au niveau néfaste, au niveau problème que peut t'entraîner l'alcool sur ta vie. L'alcool, c'est vraiment, je crois, l'une des pires substances qui soit, hein. C'est au niveau problème sur la vie de tous les jours, au niveau addictologie, l'alcoolique, c'est vraiment celui qui aura le plus de problèmes dans la vie de tous les jours. Tu perds ton travail, tu perds ta femme, tu perds ton argent parce que ça te coûte extrêmement cher de te fournir en alcool. Tu perds tes amis parce que tu finis par te bagarrer chaque fois que tu vas les voir parce que tu bois trop. C'est vraiment très désocialisant. Vraiment, l'alcool t'isole, quoi, hein. Alors que c'est censé faire l'inverse. C'est censé, tu bois un verre, ça te désinhibe et puis voilà. Mais le problème, c'est que tu ne bois pas un verre. Si tu ne bois qu'un verre, ça reste une substance récréative. Si tu bois trop, tu es alcoolique et donc c'est une addiction. Et à partir de ce moment-là, ça te désocialise et ça te isole complètement de la société. Alors que le tabac, pas du tout. Le tabac, c'est un produit qui te permet. En fait, le tabac, c'est un produit qui n'est pas du tout désociabilisant. Tu peux fumer au volant, tu peux fumer au travail, tu peux avoir une petite amie qui fume. Ça t'empêche pas d'avoir une hygiène de vie correcte. Tu peux même faire du sport, tu peux avoir une vie sexuelle normale. Le tabac te tue à petit feu, mais vraiment à tout petit feu. Le jour où tu as le cancer du poumon, tu peux y rester. Mais par contre, ça ne t'empêche pas de vivre. Voilà, ça te tue un jour, peut-être, une fois sur deux. C'est-à-dire que c'est un ratio de 50%, mais l'alcool est beaucoup plus nocif pour ta vie, hein. L'alcool, c'est tout de suite, quoi. Tu perds tes potes, tu perds ton travail, tu perds ta copine, tu perds tout. Le tabac, non, tu perds rien. C'est juste que voilà, le jour où tu as un cancer, tu meurs. Ou pas. Mais voilà, c'est vraiment le tabac tue beaucoup plus. Mais est beaucoup moins nocif sur la vie. Donc, c'est quoi? Le tabac, c'est une drogue douce. L'alcool, c'est une drogue dure. Ça ne tient pas debout, hein. C'est soit une substance récréative et ça ne te pose pas de problème sur la vie de tous les jours, soit ça te pose des problèmes sur la vie de tous les jours et à ce moment-là, c'est une drogue, une substance auquel tu es addict. Tu es toxicomane de cette substance parce que c'est une manie qui te fait consommer un produit toxique, donc toxicomanie. Et donc, c'est anxiogène, le mot toxicomanie, parce que ça rappelle l'héroïne, etc. Alors qu'en fait, c'est bien dommage qu'on ait si peu de références et si peu la capacité de nommer les choses correctement en France, et ça va de mal en pis. Et pour la petite histoire, mal nommer les choses, c'est rajouter de la misère au monde. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a sorti cette phrase. Je crois que c'est un auteur qui date. Je crois que c'est même pas un contemporain. Il est mort il y a très longtemps. Alors, je crois que c'est Jean-Paul Sartre, mais je suis pas sûr. C'est donc une manie toxique de manière mortelle pour la personne, alors que le tabac n'entraîne pas d'incapacité de sociabilisation. Pas de voilà, donc ça c'est déjà dit. Mais du moins, le tabac n'est pas aussi nocif que le pourrait être l'alcool niveau désociabilisation. Je me répète, je te ferais mieux de me lire. En plus, il est tard, il est 1h30, je commence à être fatigué. Alors, la solution maintenant. Donc, moi, je vais préconiser des solutions qui n'engagent que moi. La dépénalisation du cannabis avec droit d'autoproduction. Le débat sur la légalisation du cannabis est stérile. Alors, pour moi, la dépénalisation du cannabis avec droit d'autoproduction reste la solution la plus pragmatique. Bon, on coupe le réseau parce qu'on produit notre propre herbe et donc on n'a pas besoin du réseau pour nous fournir. Donc ça coupe un peu le marché noir. Mais bon, s'ils ne te vendent pas de cannabis, ils vont te vendre autre chose. Enfin bon. Le débat sur la légalisation du cannabis est stérile, oui, tout à fait, parce que si jamais on veut pas, en fait, le banditisme aura toujours des choses illégales à vendre, en fait. Le milieu du banditisme trouvera toujours autre chose d'illégal à trafiquer, comme le tabac de contrebande, les humains, la cocaïne, etc. Voilà pourquoi le débat sur la légalisation du cannabis est stérile. Donc l'hydre, qui est le banditisme, l'hydre se renouvellera d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme
comme les dictateurs. Quand il y a un dictateur au pouvoir qu'il tombe, le dictateur tombe, il y a un autre dictateur en embuscade qui prend le pouvoir à sa place. Et ça n'a jamais loupé dans l'histoire de l'humanité. Dès qu'il y a un dictateur qui tombe, celui qui vient derrière lui est encore pire que le premier. Souvent, il a fait tomber le premier. Engager l'armée serait une grossière erreur, car nettoyage par le vide, nous ouvrirons le feu et rétablirons l'ordre. Entre guillemets. Hein. Entre guillemets, je cite, nous ouvrirons le feu et nous rétablirons l'ordre. Ça, c'est un général qui avait dit ça sur un plateau de télé. Alors effectivement, en tant qu'ancien militaire, il faut bien avoir à l'esprit que d'abord, c'est le maire qui vient en cas d'anarchie. Hein. C'est quand l'État a perdu le contrôle. D'abord, c'est le maire qui vient essayer de discuter. Ensuite, c'est les policiers, les gendarmes. Et donc, quand le gendarme s'en va, alors là, c'est fini le dialogue. Voilà, donc après, c'est les CRS. Si les CRS n'y arrivent pas, c'est la brave, etc. Et si donc les CRS échouent, la brave échoue, donc là, après, c'est l'armée. Alors, généralement, l'armée, c'est voilà, alors, l'armée, comme son nom l'indique, hein, eux, ils sont armés, ils ne sont pas là pour discuter. Hein, c'est pas. Il y a des négociateurs qui peuvent négocier un petit peu, mais généralement, quand tu vois arriver l'armée, cours. Fuis, pauvre fou. Fuis, pauvre fou. Ça va être un coup d'Apache avec des M60 sur le côté. Bon, ça va être. Voilà. C'est-à-dire que tu vas avoir volé des Apaches avec de chaque côté des types avec des. Voilà, c'est tout. Donc, à tous ceux qui sont Black Bloc, qui sont d'extrême gauche et qui veulent l'anarchie, faites attention quand même. Si vous voyez des Apaches dans le ciel, courez. Fuyez, pauvre fou. Voilà. Là, c'est le dernier. Hein. Après, c'est tu sais, les quatre planches et le trou avec la pierre. C'est comme ça. Hein. Me demande pas mon avis. Hein, c'est comme ça. Hein. C'est pas moi qui ai fait les règles du jeu. Donc, alors, une grossière erreur ou un très grand reset, tout serait à reconstruire, du travail pour le bâtiment, comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Ouais. Bah, c'est sûr, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu tout reconstruire. Ça a donné du travail à énormément de Portugais, d'Espagnols, d'Italiens, etc. Hein. Il y en a, ils ont capitalisé, ils se sont vachement enrichis avec toute cette histoire de on vient en France parce qu'il faut reconstruire la France. Et effectivement, ça avait été bombardé par les Allemands, il a fallu tout reconstruire. Bah, quand le bâtiment va, tout va. Quoi. C'était une marché. En fait, c'est un marché de niche, hein, le bâtiment hein, aussi. Hein. C'est-à-dire que quand il n'y a plus rien à construire parce que tout est déjà construit, soit on démolit pour faire du neuf parce que c'est trop vétuste, soit si ça a bien résisté au temps. Ah, il y a deux solutions, soit on bombarde en créant une guerre, soit, soit c'est la crise du bâtiment. Une solution qui serait la lumière au bout du tunnel serait de réindustrialiser le pays, diminuer le coût du travail, au moins dans la production de produits de première nécessité comme le papier toilette par exemple. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans une vidéo que mon micro s'est arrêté et donc je ne sais pas si ça a été enregistré, moi je souhaite que l'État français, s'il m'entend, donc Monsieur Macron, si jamais vous entendez cette vidéo, produisent donc l'État, une société publique de production de papier toilette. Donc on appellerait ça Hygiène France ou France Papier Toilette ou un truc comme ça. Et donc ce serait l'État français qui gérerait la fougère en fait. Comme à une époque, il y a eu le besoin d'énergie et d'électricité, donc on a fait EDF. À une époque, il y avait besoin de télécom. Allô, allô, allô. Putain, je sais même pas où j'en suis. Alors, donc je vais reprendre à une grossière erreur ou un très grand reset, tout serait à reconstruire.
Du travail pour le bâtiment, comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Alors oui, effectivement, il y a un truc qui est simple à comprendre, c'est le bâtiment, ça reste quand même un marché de niche. C'est-à-dire que quand il n'y a plus rien à construire parce que tout est déjà construit, tu as deux solutions. Soit tu dis, bon, c'est vétuste, il faut détruire, donc tu fais des fausses déclarations de vétusté. Donc ensuite tu détruis, puis tu peux reconstruire, donc ça donne du travail aux gens du bâtiment. Soit tu fais une guerre, tu casses tout, tu rases tout avec le plan Ronce, par exemple, pour ne pas le citer. Et ensuite, tu vas pouvoir tout reconstruire, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc quand les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Polonais, etc., sont venus en France pour tout reconstruire. Effectivement, il y en a, ils se sont enrichis parce que voilà, il fallait reconstruire la France. Aujourd'hui, tout est déjà construit. On en est arrivé à foutre le feu à des forêts pour pouvoir construire là où avant il y avait des forêts, etc. Donc je ne sais pas si le but du jeu c'est de casser pour reconstruire et de construire pour casser. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est très humain de casser pour reconstruire et de construire pour casser, hein. Je sais pas. Moi, par exemple, je vois que souvent je refais mes ordinateurs quand j'ai rien à faire. Une solution qui serait la lumière au bout du tunnel serait de réindustrialiser le pays, diminuer le coût du travail, au moins dans la production de premières nécessités comme le papier toilette par exemple. Alors si M. Macron m'entend, ou quelqu'un au gouvernement, le ministre de l'économie, il faudrait qu'il y ait un ministre ou un... Voilà. En fait, moi je souhaiterais que ce soit le gouvernement Macron ou un autre gouvernement qui vient après. Donc là, on est en train, donc, que ce soit le gouvernement Macron ou un autre qui vient après, qu'il produise quelque chose qui s'appelle le papier toilette. Voilà, on crée une entreprise publique qui s'appellerait Hygiène France ou France Papier Toilette ou je ne sais quoi. Voilà. Mais en fait, je pense que l'industrie du papier toilette sera l'industrie du prochain millénaire. On a bien vu pendant le confinement que les gens étaient capables de se battre s'il y avait une pénurie de papier toilette. Je pense que la pire des pénuries qui soit, ce sera celle de papier toilette. Alors, effectivement, les pays arabo-musulmans qui restent encore dans une ancienne lignée où on utilisait la main droite pour dire bonjour et la main gauche pour faire autre chose, ces gens-là n'auront pas ce genre de problème qui pourrait créer des guerres, si vous voulez. La guerre pour le pétrole, on n'aura pas la guerre pour le papier toilette au niveau des pays arabo-musulmans. Mais si vous voulez, nous en Occident, il faudrait peut-être qu'on se décide à produire du papier toilette nous-mêmes, quoi, plutôt que de l'importer de Chine. Donc Hygiène France ou France Papier Toilette, on ouvrirait des usines du service public où les gens seraient tous auraient la possibilité de venir faire le temps qu'ils veulent dans l'usine pour. Donc ces gens-là qui seraient dans cette usine de papier toilette, qui serait une filiale française, et donc je tiens à rappeler que aux États-Unis, la bourse, il y a le jus d'orange, hein. Le jus d'orange aux États-Unis est coté en bourse. Peut-être que nous, en France, on devrait coter le papier toilette français à l'international, hein. Ce serait peut-être le début du rayonnement de nouveau de la France. On a eu le siècle des Lumières, on aura peut-être le siècle du papier cul, hein. On va savoir. Une solution qui serait la lumière au bout du tunnel serait de réindustrialiser. Voilà. Donc, les personnes qui travailleraient dans cette entreprise, Hygiène France ou France Papier Toilette, seraient détaxées. Zéro impôt. C'est-à-dire que tu travailles pour l'État, pour un secteur aussi stratégique que le papier toilette, tu serais complètement dédouané d'impôts. Tu n'aurais plus jamais d'impôts de ta vie avec l'argent que tu gagnes dans cette entreprise. C'est une solution, hein. Comme dirait Tatiana Ventos, salut à toi Tatiana. J'espère que tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas? Private joke. Euh, Tu cherchais à réindustrialiser le pays. Voilà. Donc,
pistolet, par exemple. Mais surtout, bien se demander à qui profite le crime. Donc, il faut savoir que là, on est en train de parler du problème de trafic de stupéfiants et des minots qui se font tuer et des gens qui prennent des balles perdues dans la rue. Ceux qui ne font pas partie du sérail n'ont pas vocation à être sauvés. Et oui, les grands de ce monde ne vont pas laisser s'épanouir des éléments qui ne sont pas de leur clan. Ce serait prendre le risque de voir débarquer un, entre guillemets, banlieusard, fermez les guillemets, qui réussirait mieux qu'eux, ça ferait mauvais genre, n'est-ce pas? La réussite de l'arrêt des produits est donc la seule solution pour mettre à mal mettre à mal les trafics. Si les consommateurs ne consomment plus car devenus sportifs, musiciens, acteurs de théâtre, eh bien, plus envie de produits car meilleure vie sans risque de finir en barbecue ou de se faire trouer la peau. En gros, le principe en fait, le débat sur faut-il légaliser la drogue, est-ce que c'est comment faire pour arrêter le trafic, etc. Le problème, si vous voulez, c'est traiter la conséquence sans traiter la cause. Cause, donc ensuite conséquence. Cause, c'est quoi? Bah, c'est que tout simplement, il n'y a pas de perspective d'avenir. Euh, les gens travaillent pour payer des factures et à la fin, et dès le 15 du mois, ils sont à découvert. Alors après, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il faut bien avoir à l'esprit que, en fait, la drogue vient combler un vide. Et là, pour l'instant, le vide, c'est quoi? C'est que travailler légalement, si tu n'as pas un diplôme d'avocat ou de médecin, et même encore eux, ils se mettent en grève en ce moment. Enfin bon. Je veux dire, même ceux qui ont une bonne formation à l'école, qui ont eu une bonne formation à l'école, ils ont tendance à se mettre en grève parce que les conditions de vie ne sont plus bonnes. Il y a de l'insécurité, il y a de l'insécurité, le travail ne rapporte plus parce qu'il y a énormément de taxes, il y a un problème au niveau du FMI. En fait, les boomers se sont, à leur époque, il y avait énormément de travail, donc ils se sont mis bien, hein. Ils ont acheté des baraques, ils sont rentiers aujourd'hui, ils ont la retraite, ils ont leur camping-car, ils vont faire le tour du monde, ils sont en Costa Croisière. Et donc, en fait, il n'y a pas assez de travail, si vous voulez, le marché du travail n'est pas assez important pour accueillir toutes les personnes qui veulent travailler. Donc, ils ont, comme il y a énormément de main-d'œuvre disponible, bah, les prix se sont effondrés. Tu voulais gagner plus, bah non, nous on va prendre, au lieu d'en avoir un comme toi qui nous coûte 4 000 balles par mois, on va en prendre deux, on va les payer 2 000 balles par mois chacun et on aura 2 fois plus de salariés. Et donc en fait, toi, on va te virer, tu vas te retrouver à être payé par le Pôle emploi. Et en fait, on fait venir des migrants par bateau parce que eux, ils se plaignent pas. Et les Français se plaignent. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, etc. Donc, si vous voulez, c'est un peu une voie sans issue. Et donc, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vide. Et c'est pour ça que ce vide est comblé par des produits stupéfiants. Pour rêver. Parce que la vraie vie est tellement triste que bah, et tout le monde veut s'évader, quoi. On veut danser avec du THC dans les veines, de l'alcool dans les veines, du tabac dans les veines. Et voilà, parce que la vie est triste, des fois. On ne voit pas de perspective d'avenir. Il n'y a pas moyen d'avoir un boulot fixe. Pour un oui ou pour un non, tu es licencié, tu n'arrives pas à avoir un travail en CDI. Si tu as un travail en CDI, il y a une crise, tu te fais virer. Il n'y a pas de perspective d'avenir, donc ça s'appelle un vide. Et comme la nature a horreur du vide, bah, les bandits sont là pour nous vendre de la drogue, et voilà. Voilà, donc la réussite de l'arrêt des produits est donc la seule solution pour mettre à mal ces trafics.
Si les consommateurs ne consomment plus car devenus sportifs, musiciens, acteurs de théâtre, plus envie de produits car meilleure vie sans risque de finir en barbecue ou de se faire trouer la peau. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et je pense que tout simplement, rapport cause-conséquence, plutôt que de lutter contre les consommateurs ou contre les dealers, il faudrait plutôt faire en sorte que effectivement il y ait des perspectives d'avenir décentes. Voilà. Parce que là, en ce moment, on en est arrivé à un point où bah, il n'y a pas de perspective d'avenir. Si tu es né dans le sérail, tu auras toujours papa, maman qui ont l'entreprise, qui vont te la refiler et puis tu seras tranquille. T'as pas envie de bosser là-dedans, tu mets ça en gestion, il y aura forcément un mec motivé pour reprendre ça ou une nana motivée pour reprendre ça. Si ça marche pas bien le premier mois, tu la vires, t'en mets une autre. Et voilà. Mais il faut bien avoir à l'esprit que le problème n'est pas le trafic, le problème c'est le vide occasionné par le manque de débouchés dans la vie de tous les jours. Et c'est bien là le problème. Donc moi, c'est pour ça, la solution, c'est le France Hygiène ou France Papier Toilette, hein. Et donc, on rapatrie les usines de Doliprane. Peut-être devrait-on commencer à faire des usines de papier toilette et on aurait des stocks stratégiques de papier toilette. On ne serait pas en guerre avec nos voisins européens qui seraient en véhicule. Voilà, c'est le mot de la fin. Allez, bonne soirée tout le monde. Je suis fatigué. Ça fait au moins la 20e fois que je refais cette vidéo. Allez, bye bye.